Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine C'est la santé. On part aujourd'hui pour un voyage un peu particulier. On va partir au cœur de notre corps, si on peut dire, puisqu'on va parler d'imagerie interventionnelle, des actes médicaux qui permettent de photographier des parties du corps d'une manière un peu particulière, mais aussi et surtout de traiter des pathologies en cas d'urgence. Alors justement, qui est concerné par cette technique d'imagerie médicale? Qu'est-ce qu'elle change pour les malades? Pour y répondre sur ce plateau, j'accueille Jean-Michel Bartoli, responsable du service de radiologie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Bonjour. Bonjour. Docteur Jean-Yves Gobert, vous travaillez aussi dans ce service en tant que radiologue spécialisé en imagerie thoracique. Bonjour. Bienvenue. Alors pour commencer, on va dire quelle est la différence en fait entre la radiologie classique qu'on connaît, qu'on a l'habitude des radios qu'on a l'habitude de passer, et la radiologie interventionnelle. Jean-Michel Bartoli. La radiologie, tout le monde la connaît, tous les patients la connaissent. Ce sont l'utilisation de techniques de radiologie, qu'elles soient guidées par les rayons X, la radiologie conventionnelle, la classique, la radio du thorax, monsieur ne bougez pas, ne respirez pas, le scanner aussi avec les rayons X, l'échographie qui utilise le principe des ultrasons, l'IRM avec la résonance magnétique. Tous ces éléments-là sont à visée diagnostique. On cherche à faire un diagnostic sur un patient d'une tumeur, d'une lésion, etc. L'imagerie interventionnelle, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va se servir de ces techniques d'imagerie qui vont nous servir à nous guider et à atteindre une cible à l'intérieur du corps. Cette cible, ensuite, le radiologue va avoir comme but ou comme objet de soit l'analyser, donc d'en réaliser un prélèvement en étant au plus près de la cible grâce aux méthodes de guidage qui sont donc l'échographie, le scanner, l'IRM ou la radio. Et ensuite, on a aussi une deuxième solution qui est non pas simplement de faire un diagnostic, mais aussi de la traiter. On pourra la détruire, on pourra dilater un vaisseau sténosé, on pourra boucher un vaisseau qui saigne. Donc vous voyez que la radiologie interventionnelle, en résumé, ce sont tous les actes qui sont réalisés par les radiologues et qui sont à visée d'intervention diagnostique ou interventionnelle et qui sont guidés par une méthode d'imagerie qui permet donc un acte extrêmement précis. Alors du coup, à quoi ça sert? Vous l'avez dit, traiter les patients, donc vous pouvez finalement les soigner directement. Alors effectivement, la radiologie interventionnelle élargit le champ des traitements qu'on peut proposer à nos patients, puisque grâce à ce guidage extrêmement précis, on va pouvoir accéder à une cible et agir sur cette cible. Alors comme l'expliquait à l'instant Jean-Michel Bartoli, agir sur cette cible, par exemple une tumeur, ça peut être essayer de faire des techniques de destruction tumorale. La destruction tumorale percutanée se développe actuellement beaucoup. Donc on peut aussi faire des prélèvements dirigés, et puis on peut cibler un traitement de façon particulièrement rigoureuse sur une lésion donnée par l'intermédiaire d'un guidage vasculaire, par exemple pour faire une chimio-embolisation où là, la chimiothérapie, au lieu d'être destinée à l'ensemble du corps et de toucher que partiellement la lésion cible, touchera exclusivement la lésion cible. Alors quelles sont les zones les plus traitées par ces techniques? Parce que c'est des techniques qui s'adressent à finalement de nombreuses parties du corps. Quelles sont un peu les actions les plus courantes? C'est toute la difficulté de la définition de la radiologie interventionnelle et de sa perception par le corps médical, mais aussi par les patients. C'est qu'effectivement, elle utilise des moyens de guidage, vous l'avez vu, qui sont multiples, allant de la radio conventionnelle à l'IRM, et elle peut toucher toutes les parties du corps, toutes les spécialités médicales, que ce soit l'os, par exemple, et on a des indications en rhumatologie, en ostéo-articulaire, ce soit le foie, le rein, le cerveau et bien sûr les vaisseaux. Vous avez eu dans une émission précédente un exemple de radiologie interventionnelle dans le cadre des indications en pathologie mammaire avec l'utilisation de micro et de macro-biopsie à usage mammaire. Donc vous voyez, on peut l'utiliser aussi bien sûr chez les enfants. Donc vous voyez que ce sont un nombre d'actes qui est très important et qui participe un peu à la difficulté pour la radiologie interventionnelle d'arriver à s'individualiser. Pour information, en France en 2010, ce sont des chiffres qui sont peut-être importants à connaître, il y a eu 540 000 actes de radiologie interventionnelle qui ont été pratiqués en France par les radiologues, avec donc des objectifs qui étaient très variables, allant de la pathologie en urgence pour sauver la vie d'un patient à des cytoponctions thyroïdiennes par exemple ou mammaires pour essayer de mieux définir une pathologie thyroïdienne ou mammaire. Alors justement, puisqu'on parle d'images, je vous propose de regarder ce reportage. Nous avons passé une matinée dans le service de radiologie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Comment se déroule par exemple une angiographie? Les patients nous racontent, regardez. Tout a commencé par une forte douleur thoracique. Daniel est victime d'un accident vasculaire il y a 10 ans. Les médecins détectent une dissection aortique et l'opèrent en urgence. Bougez le pied droit.
Le pied gauche, parfait, merci. Il y a quelques jours, sa tension monte malgré son traitement. Après différents examens, les médecins soupçonnent un anévrisme au niveau de l'aorte. Déjà, bon, je suis miraculé par rapport à cet accident cardiovasculaire, qui est un des plus graves en soi. Avec, bon, bien sûr, tous les autres sont graves aussi, hein, mais la gravité, c'est que là, vous n'avez pas d'alternative. C'est la rupture d'anévrisme, ça n'abandonne pas, vous videz votre sang, vous avez le sang qui ne remonte pas au cœur, le cœur explose et vous saignez de partout. Et c'est la mort assurée. Quoi. Donc là, l'intervention est urgente. Voilà, exactement. On fait ça dans l'urgence, mais avec beaucoup de précautions pour que ce soit optimal dans la réussite. Aujourd'hui, Daniel passe une angiographie. Cet examen permet d'observer en détail ses vaisseaux sanguins. Des informations qui permettront de préparer au mieux l'intervention chirurgicale lourde qu'il va subir ces jours prochains. Le principe de l'angiographie est une technique d'imagerie médicale permettant de visualiser la lumière des vaisseaux à l'aide d'injection d'un produit de contraste iodé par une sonde. Donc que ce soit pour les artères, donc ce qu'on appelle artériographie, ou par les veines, donc phlébographie. L'iode est sous la forme d'un agent liquide radio-opaque, donc qui est opaque au rayon X, donc qu'on peut visualiser à l'aide d'une scopie ou d'une graphie. L'iode est aussi utilisé pour visualiser les vaisseaux des artères. Chez ce malade, les médecins suspectent un rétrécissement, une sténose d'une artère située dans le foie. Donc chez ce patient, donc on va cathétériser, c'est-à-dire qu'on va cheminer dans le système veineux, qu'on va faire une ponction guidée sous échographie, c'est-à-dire qu'on va voir cheminer l'aiguille en direct grâce à l'échographe. Et là, grâce à l'échographie, on est sûr qu'on est bien dans la veine jugulaire interne. Là, on voit bien sur ce plan l'aiguille dans la veine jugulaire interne. Pendant l'injection du produit iodé, des rayons X traversent le corps du patient et sont enregistrés par une caméra. Un écran de contrôle permet alors de visualiser les artères en direct pendant l'examen. Il y a de différents types de sondes qui vont permettre de cathétériser, c'est-à-dire d'avoir accès à différents vaisseaux. Donc là, ici, on a une sonde de type Cobra qui va nous servir à rentrer dans la veine sus-hépatique, c'est-à-dire une veine à l'intérieur du foie, pour terminer dans le stent, dans le ressort qu'on veut évaluer. Donc là, on voit ce qui est en noir, donc c'est du produit de contraste iodé, et grâce à ça, on peut voir à l'intérieur du vaisseau. Et on va rechercher des zones de rétrécissement, donc qui constituent des sténoses. Chez ce malade, les médecins vont placer un autre stent, deuxième ressort qui maintiendra son artère bien ouverte. Pendant ce temps, derrière la vitre plombée, les soignants s'activent pour analyser d'autres clichés. Environ 3000 actes d'angiographie diagnostique et thérapeutique sont réalisés chaque année dans le service. Alors ce type d'image a aussi un rôle majeur en cas d'urgence. L'idée, en fait, c'est d'essayer de soigner directement au plus vite, finalement, les personnes qui arrivent parfois pour des gros accidents, des gros problèmes. Ah, effectivement, ce type d'imagerie et de prise en charge par l'imagerie a trouvé un développement particulièrement pertinent dans la prise en charge des polytraumatisés, des accidentés de la route, parce que par définition, dans ce type de traumatisme, on est confronté à des lésions multiples. Et lorsque le patient est dans un état clinique grave, lorsqu'il a un état de choc, lorsqu'il a subi des atteintes extrêmement sévères, on ne peut pas en une seule fois savoir quelle est la cible particulière qu'il va falloir traiter. Donc tout l'intérêt de nos techniques d'imagerie qui permettent très rapidement, dès l'arrivée du patient en milieu d'urgence, il passe directement au scanner. Le scanner est un examen qui permet une étude exhaustive du patient, des pieds à la tête, les organes pleins, les organes creux, les structures osseuses. Et sur la base de ces renseignements du scanner, on va pouvoir objectiver la cible qui est particulièrement responsable du saignement, qui lui-même met en péril la vie du patient. Et c'est cette cible qui va être traitée grâce à un accès vasculaire, comme on vient de le voir sur ce reportage, et le but à ce moment-là, ça sera non pas d'explorer tout pour savoir ce qui se passe, mais d'aller directement traiter la lésion cible et d'arrêter le saignement. Mais du coup, ça veut dire que donc des malades très gravement atteints peuvent arriver. Vous avez les capacités, les équipes aussi pour vous occuper au mieux en fait de ces cas-là, quoi. C'est une question très importante. Il y a environ en France chaque année 100 000 traumatisés sévères. Ce chiffre, on aurait pu penser qu'il allait baisser avec la diminution des accidentés de la route. Effectivement, il a baissé, mais malheureusement, actuellement, il est encore à ce niveau-là, parce qu'il y a de multiples autres phénomènes qui sont responsables de traumatismes sévères. L'organisation de la radiologie a mis en place, globalement dans tous les territoires de santé,
la prise en charge de ces patients. D'abord sur le plan diagnostique, comme vient d'expliquer le docteur Gobert, nous avons une nécessité, c'est le rôle très important de l'exploration scanographique, donc du scanner, dans la prise en charge de ces patients pour cibler la lésion pathologique. Et ça veut dire que le malade, celle qui met en jeu la vie du patient. Il peut arriver dans un état, ce qu'on a du mal à s'imaginer, par exemple, il doit aller subir une chirurgie, non pas forcément, justement, il faut qu'il passe ces images-là avant. Donc, au départ, il arrive bien sûr aux urgences ou par l'intermédiaire du SAMU, il est pris en charge par nos collègues urgentistes ou réanimateurs, ça c'est la première étape indispensable et le patient est donc ce que l'on appelle cadré. Une fois qu'il a été cadré et que l'on sait à peu près sur le plan clinique quelles sont les lésions, il va bénéficier d'une exploration scanographique qui devient actuellement le protocole qui est recommandé par toutes les institutions et par toutes les sociétés savantes. Et dès la fin de ce scanner, visible dans à la fois dans le service des urgences, mais aussi bien sûr dans le service d'imagerie, on va pouvoir définir quelle est la cible à traiter. Il y a des indications spécifiques pour la chirurgie en urgence, il y a des indications spécifiques pour une simple surveillance armée, bien sûr, dans des conditions de réanimation, et il y a des indications dans lesquelles on va diriger tout de suite le patient vers une salle d'angiographie pour lui faire bénéficier d'une embolisation, c'est-à-dire une intervention de radiologie interventionnelle dans laquelle on va boucher, occlure de façon volontaire un vaisseau qui saigne et qui met donc, du fait de cette hémorragie, la vie du patient en danger. Je me permets juste de revenir un tout petit peu sur un petit point sur la radiologie interventionnelle. Vous venez de le voir sur le reportage à l'instant, ça paraît très impressionnant, mais en fait, ceci est lié à l'environnement qui est indispensable en radiologie interventionnelle. C'est exactement le même que celui que nous avons en chirurgie. Dans des salles de chirurgie, donc avec tout ce qui est nécessaire en termes d'anesthésie, d'asepsie, tout ça est bien sûr réglementé. L'énorme avantage de la radiologie interventionnelle, c'est que l'accès à la cible se fait de façon percutanée, sans incision, donc avec un petit point de ponction, et que ce soit pour avoir un accès vasculaire ou que ce soit pour avoir un accès au foie, au rein ou au poumon par exemple. Donc le patient a peu de douleur finalement. L'énorme avantage, c'est que ce sont des interventions qui sont dites mini-invasives parce qu'effectivement elles ne nécessitent pas de chirurgie à ciel ouvert, donc avec des ouvertures chirurgicales, et le point d'entrée pour atteindre la cible sous guidage radiologique se fait par une toute petite porte d'entrée qui généralement est une aiguille de ponction. Du coup, dans ces salles, donc il y a tout le matériel dont ont besoin parfois les anesthésistes, les chirurgiens également. Est-ce qu'il y a aussi donc des chirurgiens qui travaillent avec vous à certains moments, qui viennent vous épauler? Comment ça se passe au niveau des équipes? Alors effectivement, le développement de ces salles avec un environnement extrêmement complet, où la prise en charge du patient est la même que celle dans un bloc chirurgical conventionnel, effectivement, on est amené à faire des traitements combinés qui permettent de réunir les compétences des équipes de radiologues ou des équipes de chirurgiens lorsque il faut aborder un vaisseau dans des conditions un peu plus complexes ou lorsqu'il y a eu un geste préparatoire à l'acte de radiologie interventionnelle qui est un geste chirurgical, plutôt que de faire le geste préparatoire dans une salle de chirurgie, de transférer le patient, de faire le geste angiographique de radiologie interventionnelle ensuite, on peut combiner et mixer les compétences des deux équipes en un seul temps, ce qui est un vrai bénéfice pour le patient, hein. Une seule anesthésie, une seule prise en charge lourde sur le plan de l'anesthésie, de la réanimation s'il faut après, parce que les patients sont parfois précaires et bénéficient grandement de ces traitements combinés qu'on peut réaliser en un seul lieu, donc dans nos salles qu'il faudrait aujourd'hui appeler nos blocs, puisque ce sont de véritables blocs d'angiographie comme il y a des blocs chirurgicaux. Et du coup, c'est des actes donc moins risqués, on l'a dit, plus rapides, finalement avec des avantages en fait pour le patient à être comme ça, observé et pris en photo, si on peut dire, sous toutes ces coutures en une traite, quoi. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'avantages, mais la prise en charge en radiologie interventionnelle, elle s'intègre bien sûr dans une prise en charge globale du patient. Pour chaque pathologie, il y a des indications médicales. Si l'on prend par exemple une tumeur maligne, qu'elle soit au niveau pulmonaire, hépatique, il va y avoir une prise en charge qui peut être médicale, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il peut y avoir une prise en charge chirurgicale. Ça sera souvent d'ailleurs la technique de référence dans beaucoup d'indications. Donc la chirurgie aura bien sûr la plupart du temps le dernier mot. Et puis il y a un troisième intervenant qui est donc le radiologue interventionnel qui peut proposer dans certaines stratégies
thérapeutique, une intervention qui est effectivement moins invasive que celle que peut proposer un chirurgien et qui peut s'intégrer donc soit en préalable à une intervention chirurgicale, soit dans la suite d'une intervention chirurgicale. Le tout, bien sûr, ce n'est pas d'opposer ces différentes prises en charge médicales, chirurgicales, radiologiques, c'est au contraire de les mixer. C'est par exemple dans le cadre de la prise en charge des cancers, le rôle des réunions de concertation pluridisciplinaires. Aujourd'hui en France, on n'a pas le droit de prendre une décision pour une stratégie thérapeutique pour un patient qui est atteint d'un cancer sans avoir fait passer le patient et tout son dossier dans une réunion de concertation pluridisciplinaire où sont réunis les chirurgiens, les médecins et les radiologues. Donc justement, vous avez parlé des cancers, donc c'est des pathologies sur lesquelles vous intervenez aussi. Comment, par exemple? Alors le rôle du radiologue dans la prise en charge du cancer, c'est développé. Au début, on était de simples diagnosticiens. En gros, on regardait les images. Puis on est passé au stade où on a été l'acteur de nombreux prélèvements, les biopsies pour la nature même du tissu. Et aujourd'hui, c'est capital avec les analyses de biologie moléculaire et autres. Et maintenant, la radiologie interventionnelle ouvre le champ de la thérapeutique par les radiologues et les spécialistes de l'imagerie interventionnelle, notamment grâce aux techniques qu'on appelle de thermoablation, notamment, c'est-à-dire qu'on a possibilité, en accédant à la tumeur grâce au guidage par l'imagerie, échographie ou souvent tomodensitométrie, de mettre en place une aiguille dans une lésion, et grâce à cette aiguille, de développer ce qu'on appelle une technique de thermoablation, par exemple d'ablation par la chaleur, c'est-à-dire qu'on arrive à porter la chaleur au sein même de la lésion, et grâce à l'action de la chaleur, on obtient une nécrose cellulaire. Alors le challenge est important, c'est-à-dire qu'il faut réaliser une ablation complète de la lésion, c'est-à-dire diriger la chaleur pour chauffer et donc nécroser l'ensemble de la lésion et s'appliquer les mêmes principes de rigueur que la chirurgie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que la lésion, il faut traiter ça avec une marge de sécurité, faire toujours un peu plus que le volume tumoral, évidemment en préservant tout ce qui se passe autour, puisque là l'apport décisif, parce que sinon on peut dire si vous faites la tumeur plus un peu autour, pourquoi pas l'enlever. Effectivement, on retombe sur l'un des avantages majeurs de la radiologie interventionnelle, c'est qu'on va cibler le traitement, préserver le reste du parenchyme, le reste des fonctions vitales, dans le poumon, dans le foie, dans le rein, et tout ça par un abord effectivement mini-invasif, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucun problème dans les suites, même si les techniques de chirurgie sont de moins en moins lourdes, elles nécessitent quand même une ouverture, voire 2-3 ouvertures pour les techniques dites de célioscopie, de thoracoscopie. Donc moins de dégâts autour, si on peut dire, pour le malade. Voilà, nous on a un abord tout simple, le patient quand il quitte notre salle, il a un petit pansement de rien du tout, il a un point sur la peau, et pourtant on s'est efforcé de faire le mieux tout ce qu'on pouvait pour faire une ablation tumorale authentiquement efficace. Donc, ce qui est important à préciser, si je peux intervenir dans le débat à ce moment précis, c'est que là encore, il n'y a pas d'opposition entre la chirurgie et la radiologie interventionnelle. Dans le cadre de ces lésions pulmonaires, rénales ou hépatiques tumorales, il y a des indications qui sont reconnues par toutes les sociétés savantes pour la chirurgie. Le radiologue n'interviendra pas sur le plan de la thérapeutique. Par contre, il y a des indications dans lesquelles on pourra faire bénéficier le patient soit du traitement radiologique interventionnel, soit du traitement chirurgical, et d'autres indications, en particulier s'il y a des comorbidités importantes qui peuvent contre-indiquer un geste chirurgical, dans lesquelles, dans ces cas-là, on indiquera en priorité un traitement par voie percutanée, donc sous contrôle radiologique. Alors justement, pour accéder à des zones comme ça extrêmement précises, des veines très fines, on l'a un petit peu vu sur ces images, vous y accédez par des moyens de guidage, donc des sortes de petits tuyaux, c'est ça? Si on peut expliquer un peu comment vous accédez dans ces endroits, donc c'est... Alors effectivement, ce qui était bien mis en exergue par le reportage, c'était les techniques d'accès vasculaire. Alors les techniques d'accès vasculaire, là on voit à l'image ce qui se passe dans nos salles. Donc là c'est en ce qui concerne plutôt les artères cérébrales. Voilà, là on voit une imagerie qui est dite rotationnelle, où en même temps qu'on injecte un produit de contraste dans l'artère carotide, là, qui mène donc au cerveau, on enregistre des images, le système d'enregistrement des images tourne autour de la tête du patient, ce qui permet de réaliser une véritable imagerie tridimensionnelle à partir d'une seule injection au sein de la carotide. Donc ces techniques de guidage et d'imagerie vasculaire bénéficient de l'ensemble des moyens de l'imagerie. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, les accès vasculaires un peu difficiles, on peut se guider par l'échographie toute simple. Une fois qu'on est dans le vaisseau, on se guide grâce au repérage en scopie, en fluorographie, enregistré, et on suit ça directement sur l'écran. Et puis on peut envisager à l'avenir qu'il y ait de nouvelles techniques où on va réussir à coupler et à fusionner les renseignements d'un scanner qu'aurait eu le patient quelques heures ou quelques jours avant avec
grâce à des repérages anatomiques standardisés, avec l'angiographie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourra suivre sur une fusion d'images la progression de nos sondes, de nos guides, au sein même des artères du patient. Alors effectivement, ce sont des petits cathéters, avec des guides qu'on fait circuler à l'intérieur des cathéters. On fait progresser nos guides dans les sinuosités vasculaires, on fait progresser la sonde sur le guide, et après on peut faire des repérages et des injections successives qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer, et on rectifie qu'on est exactement là où on souhaite être. Alors l'imagerie interventionnelle justement est donc devenue une discipline, quoi. Ça fait une dizaine d'années en fait que ces nouvelles technologies ont permis d'avancer comme ça. Au niveau où nous en sommes actuellement, effectivement, on peut considérer que la radiologie interventionnelle a une dizaine d'années. Il y a quelques chiffres qu'on peut avoir en tête. Donc, globalement en France, je l'ai dit déjà tout à l'heure, 540 000 actes de radiologie interventionnelle en 2010. Sur le plan de l'occlusion des vaisseaux, c'est-à-dire le traitement pour occlure les vaisseaux qui sont pathologiques, que ce soit les fistules, que ce soit les anévrismes qui saignent, que ce soit les traumatismes. On a recensé en 2011 20 000 actes de radiologie interventionnelle par embolisation. Donc ce sont par exemple le traitement des anévrismes intracrâniens qui sont responsables d'hémorragie méningée. C'est par exemple le traitement de toutes les pathologies artérielles dans le cadre des traumatismes ou des hémorragies de la délivrance après un accouchement. Donc vous voyez que ça représente quand même 20 000 patients par an. Pour donner un exemple, justement, comment vous les traitez? Par exemple, les anévrismes, je crois que vous utilisez des petits ressorts pour boucher finalement ces endroits qui fuient, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, on l'a vu, faire le diagnostic de la pathologie de l'artère. Est-ce qu'elle est resserrée, responsable de ce qu'on appelle une ischémie, celle qu'on va avoir pour un infarctus du myocarde, par exemple, dans une coronaire, et à ce moment-là, ça s'appelle une sténose, ou est-ce qu'au contraire, elle est trop dilatée, et donc elle devient fragile, et elle risque de se rompre, et à ce moment-là, il faut essayer de l'occlure avant qu'on ait eu la rupture, ou malheureusement, dans certains cas, après qu'il y ait eu la rupture, et qui est responsable d'une hémorragie méningée. On l'a vu tout à l'heure sur le reportage, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur l'angiographie 3D, quand le tube Arion X tournait autour du patient, et qu'on voyait les images, il y avait au niveau d'une artère du cerveau un anévrisme qui venait de bénéficier d'une embolisation, c'est-à-dire qu'on a rempli le sac anévrismal, et donc cette poche pleine de sang et qui est sujette à la pression artérielle, donc sur laquelle il y a un risque de rupture, on l'a rempli avec des fibres de platine qui sont radio-opaques pour qu'on puisse les repérer justement sous nos moyens radiologiques, donc avec les rayons X, et on va boucher complètement cette zone pathologique du vaisseau pour empêcher le sang et donc la pression artérielle de pénétrer à l'intérieur de cette zone anévrismale et donc prévenir la rupture de l'anévrisme. Donc c'est grâce à cette navigation au départ, parce que c'est la véritable navigation endovasculaire que nous réalisons, on va pouvoir atteindre une cible qui est à l'intérieur du cerveau dans une artère pathologique et prévenir l'hémorragie méningée. Alors justement, je vous propose d'écouter un mot sur cette technique d'imagerie. On peut voir l'anévrisme dans tous les sens. Ils peuvent prendre des clichés aussi sélectifs, des images dans cette incidence, etc. On peut aussi mesurer la taille de l'anévrisme, donc pareil, dans les 3 dimensions. Donc ça, c'est surtout très utile pour les anévrismes qu'on va emboliser. Donc les anévrismes qui ne sont pas encore traités. Donc ça permet de mesurer précisément la taille de l'anévrisme au millimètre près. Sur l'organisation. Donc l'avenir, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre justement? Vous avez dit des nouvelles techniques, on pourra aller encore plus loin. Alors l'avenir est effectivement à perfectionner, à développer ces techniques. Elles sont l'objet actuellement de grands développements. Leur place va se développer très vraisemblablement et va probablement aussi très certainement se développer l'association des traitements et des techniques entre les traitements conventionnels que sont, comme ça a été rappelé, la chirurgie d'exérèse qui reste le traitement de référence, les traitements médicaux qu'on dit systémiques sont les chimiothérapies par nos collègues oncologues, et le bénéfice de la radiologie interventionnelle va être à l'avenir et probablement, notamment dans le cadre de la prise en charge des cancers, de s'associer à ces traitements, de les suppléer quand le patient ne peut plus les supporter, de s'y associer quand il a déjà eu les traitements conventionnels et qu'on est un petit peu en bout de course, ou bien de s'associer à eux en direct quand on peut faire un traitement complexe pour en alléger les conséquences pour l'organisme. Il faudra former du coup forcément de plus en plus de radiologues aussi à ces techniques? Tout à fait, donc nous travaillons tous dans la Société française de radiologie à l'organisation de séminaires pour former nos jeunes radiologues sur tout le territoire français pour que cette formation soit harmonieuse et équilibrée sur tout le territoire.
On se sert pour ça d'outils de simulation. On a la chance d'avoir un certain nombre de mannequins de simulation où nos jeunes peuvent travailler sans sang circulant, sans éclaboussure et avec les mêmes sensations que celles qu'ils observeraient s'ils étaient sur un patient normal. Donc on a développé ce genre de choses et il faut derrière bien sûr qu'on soit capable, nous la profession radiologique, de nous organiser comme nous demandent toutes nos agences régionales de santé dans chaque région française pour prendre en charge par l'intermédiaire de la radiologie interventionnelle non seulement les pathologies cancéreuses dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire, mais aussi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tous les patients qui saignent et qui peuvent bénéficier en urgence soit d'une embolisation par exemple dans le cadre des hémorragies méningées, des accidents vasculaires cérébraux, soit dans le cadre des polytraumatisés. Donc on a toute une organisation qui est mise en place par la profession radiologique pour pouvoir assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur tout le territoire français, dans des centres de recours, la prise en charge de ces patients au contact de nos collègues urgentistes, réanimateurs et chirurgiens. Merci en tout cas à tous les deux pour ces explications. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, je pense. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Très bonne journée à tous.